Les Capucins du diable. 10 juin 1960, c'est le soir. Giorgio Canetto, riche fermier de Mazzarini, un bourg de Sicile, termine de dîner en compagnie de sa femme et de son jeune fils, quand on frappe à la porte avec insistance. C'est le fils qui se lève de table pour aller ouvrir. Mais après avoir regardé par la fenêtre quel est le visiteur nocturne, il revient tout surpris trouver son père. « Papa, c'est un capucin. » Très intrigué à son tour, Giorgio Canetto va ouvrir. Que peut bien lui vouloir un capucin à la tombée de la nuit? Effectivement, l'homme qui se tient sur le seuil est vêtu d'une robe de bure, son capuchon pointu est enfoncé jusqu'aux yeux. Malgré cela, Giorgio le reconnaît. C'est le père Vincenzo, le supérieur du monastère qui se trouve non loin de Mazzarini. Le père ôte son capuchon. Son visage aux cheveux blancs exprime la gravité. « Monsieur Canetto, je suis venu pour une mission délicate. Je vais vous demander de l'argent, beaucoup d'argent, 2 millions de lire. » C'est tellement énorme qu'après être resté un moment bouche bée, Giorgio Canetto éclate de rire. « Eh bien vous, alors, vous avez une drôle de manière de faire la quête. » Le visage du religieux s'assombrit encore. « Ce n'est pas pour nous, c'est pour l'honorable société. » Ils sont venus trouver Antonio Bronzini, notre jardinier. Ils lui ont dit que nous devions leur servir d'intermédiaire auprès des habitants de la région, que sinon le couvent brûlerait et que nous mourrions tous. Au début, je n'y ai pas cru. Mais 3 jours plus tard, le père Bépinot a été blessé d'un coup de carabine. Alors nous ne pouvons qu'obéir. Nous avons reçu l'ordre d'aller vous trouver et de vous réclamer cette somme. Giorgio Canetto réagit vivement. « Tout cela ne me regarde pas. Vous n'avez qu'à prévenir les carabiniers. » Le capucin secoue la tête d'un air accablé. « Vous savez très bien que ce n'est pas possible dans ce cas-là. » Oui, Giorgio Canetto le sait. Quand il s'agit de la mafia, et dont on n'ose même pas prononcer le nom, et qu'on appelle à mot couvert l'honorable société, prévenir les carabiniers, c'est signer son arrêt de mort. Le fermier décide de mettre fin à l'entretien. Je regrette, Padre. Je n'ai jamais cédé au chantage. Et puis, ce n'est pas si grave que cela. On essaie sans doute de vous faire peur. Faites comme moi. Ne vous laissez pas faire. Vous verrez, tout ira bien. Le religieux sent qu'il ne sert à rien d'assister. Il pousse un soupir, rabat son capuchon et s'en va. Le père Vincenzo avance, le dos courbé dans la nuit, comme écrasé par un poids invisible. Tout ce qu'il a dit est malheureusement l'exacte vérité. Il y a une semaine, Antonio Bronzini est venu le trouver. Antonio, 30 ans, est un brave garçon, totalement illettré. Le monastère l'a recueilli quand il a perdu ses parents pendant la guerre. Il est devenu le jardinier de la communauté. Il s'acquitte d'ailleurs fort bien de sa tâche. Il est toujours célibataire et habite seul dans une maison à proximité. Le père Vincenzo l'aime bien. Il le considère un peu comme son enfant. Aussi, il a été bouleversé quand il a entendu le récit d'Antonio. Le pauvre garçon était livide. « Padre, hier 2 messieurs sont venus. Ils m'ont dit qu'ils étaient de l'honorable société. Ils m'ont dit, Antonio, tu vas aller trouver le père Vincenzo. À partir de maintenant, les moines du couvent Mazzarini collecteront les fonds pour nous. Ils te remettront l'argent et nous viendrons le prendre. Si les capucins refusent, nous ferons brûler le monastère et nous te tuerons. » Le père Vincenzo se souvient de sa première réaction. Il était abasourdi. Il ne voulait pas y croire. C'est une mauvaise plaisanterie et qu'on aurait faite à ce garçon un peu simple. Il a essayé de réconforter Antonio de son mieux, mais 3 jours après a eu lieu le drame. Le père Bépinot, qui se rendait à la prière, a été blessé d'un coup de feu dans le dos. Blessure superficielle, alors que, placé comme il était, le tireur aurait pu facilement l'abattre. De toute évidence, c'était un avertissement. Mais quel avertissement! D'ailleurs, Antonio Bronzini l'a confirmé le lendemain matin. Les messieurs sont revenus, ils m'ont dit « Nous avons seulement blessé le père Bépinot, mais la prochaine fois nous tuerons. » Et ils m'ont dit le nom de la première personne sur la liste, Giorgio Canetto, et la somme, 2 millions de lire. Tels sont les événements dramatiques qui viennent d'agiter le monastère. Par un coup d'audace stupéfiant, la mafia a décidé de transformer une confrérie de capucins en racketteurs. Quand le père Vincenzo, de retour au monastère, annonce à Antonio Bronzini qu'il rentre les mains vides, le désespoir du pauvre garçon est déchirant.
Il sanglote, il supplie. Mais padre, ils vont me tuer. Ils ont des revolvers et des grands couteaux. Retournez voir le signor Canetto, au nom de la Vierge miséricordieuse. Padre. Giorgio Canetto n'a pas pris la visite du moine au sérieux. Le lendemain, il la raconte à tout le village. Il ironie sur la façon bien à eux qu'ont les capucins de Mazzarini de faire la quête. Mais les gens du village, eux, ne sourient pas. Dès qu'il est question de la mafia, ils savent qu'il n'y a pas lieu de plaisanter et qu'il risque de se passer des choses graves. Le soir même, le père Vincenzo revient trouver Giorgio Canetto. Cette fois-ci, Canetto ne lui ouvre même pas. Il se contente de lui lancer par la fenêtre. « Je vous ai déjà dit non. Vous n'avez pas compris ?» Le moine insiste. « Ils vont tuer Antonio, ils vont tous nous tuer. » Mais le riche fermier n'est pas de ceux qui discutent. Il cherche une réplique définitive et finit par crier au capucin. « Allez au diable !» Le père Vincenzo rabat son capuchon et dit d'une voix sourde. « Dieu est ton âme, Giorgio Canetto. » C'est le lendemain, à 7 heures du soir, que des journaliers agricoles rentrant des champs font la découverte. Au bord du chemin qui mène à ses vignes, Giorgio Canetto est allongé, les yeux ouverts. Il a 2 balles dans la poitrine. C'est un véritable coup de tonnerre à Mazzarini. Cette fois, tout le monde a compris. Les visages et les bouches se ferment. Pas question, évidemment, de prévenir les carabiniers. Giorgio Canetto est mort d'un accident de chasse. Ses obsèques sont suivies par la population silencieuse. Les gens osent à peine se regarder. Le meurtrier est peut-être parmi eux. Mazzarini s'est installé dans la peur, et c'est pour longtemps. Le lendemain de l'enterrement, tout le monde voit passer le capucin, capuchon rabattu sur les yeux. Il prend le chemin de la maison Canetto. Nul n'ignore le message dont il est porteur. La mort du mari ne changera rien. Il va maintenant rançonner la veuve. C'est effectivement ce qu'annonce bouleversé le père Vincenzo à Carmela Canetto. Ils sont revenus voir Antonio hier. Ils ont dit que si vous ne payez pas les 2 millions de lire, la prochaine victime serait votre fils. Carmela le savait. Elle avait déjà préparé la somme, roulée dans un torchon. Elle remet sans un mot le paquet au capucin. Mazzarini vient de verser la première rançon. La machine est en route. 18 juin 1960. À la tombée de la nuit, une ombre habillée de bure traverse les rues du village. Elle s'arrête devant une imposante maison. C'est celle de Bartolo Cordi, le pharmacien, la seconde fortune de la région après les Canetto. Le père Vincenzo frappe à la porte. Entre. Le pharmacien est seul dans sa grande maison. Il est veuf depuis plusieurs années. Le moine vient directement au but. « Vous savez pourquoi je viens, Cordi ?» « Oui, Bartolo Cordi le sait. Il ne prend pas la chose à la légère. Son visage terreux, la sueur qui lui coule sur le front en témoigne. Seulement, il a un gros défaut, il est avare. » Le père Vincenzo continue. Ils ont fixé la somme à 2 millions de lire. Le chiffre arrache au pharmacien un rictus douloureux. Il s'écrie. « Je ne les ai pas. Je paierais si je les avais, mais je ne les ai pas. » Le capucin est consterné par sa réaction. Il tente de le raisonner. « Voyons, je suis sûr que vous avez 2 millions. Ne résistez pas, ils sont capables de tout. Pensez au malheureux Giorgio Canetto. »« Je ne les ai pas, dites-le leur. »« Je leur dirai. Je veux prier pour vous, mon fils. » La nuit suivante, le 19 juin, tout Mazzarini est réveillé par une vive lueur. C'est la pharmacie qui brûle. Le temps aux pompiers d'intervenir, il est déjà trop tard. L'incendie, d'une violence extrême, a dû être allumé avec des bidons d'essence. Au petit matin, il ne reste que des ruines fumantes. Et le jour même, à la tombée de la nuit, à l'heure désormais habituelle, on voit revenir l'ombre à la robe et au capuchon de bure. Elle va chez le pharmacien Cordi. La mafia vient exiger son dû. Comme pour Giorgio Canetto, le châtiment ne change rien. Il faut quand même payer. C'est un homme anéanti que trouve le capucin. « Je suis ruiné, padre, mais je veux conserver la vie. » Il tend un rouleau entouré de papier. « J'avais caché de l'or. Voici l'équivalent de 2 millions de lire. J'aurais dû vous écouter hier. Maintenant, je suis perdu. » L'incendie de la pharmacie Cordi fait à Mazzarini l'effet d'une bombe. Dans le village, c'est la terreur, la panique. Mazzarini n'a plus qu'une idée fixe, une hantise. Quand reviendra le capucin et chez qui ira-t-il ? Car bien entendu, il est moins que jamais question de prévenir les carabiniers.
Et les capucins reviennent, 2, 3 fois par semaine, toujours à la tombée de la nuit. Ce n'est plus seulement le père Vincenzo qui se charge des missions. D'autres de ses moines servent aussi d'intermédiaires à la mafia. Au coucher du soleil, Mazzarini retient son souffle. Les habitants ont repris l'expression qu'avait trouvée en matière de boutade l'infortuné Giorgio Canetto. Ils appellent cela la quête. Semaine après semaine, l'ombre de Bure frappe à toutes les portes, aux riches comme aux pauvres, car personne n'est épargné. Tous les habitants sont rançonnés. La mafia est d'ailleurs parfaitement au courant des moyens de chacun. Les habitants sont imposés en proportion de leur fortune. Aux plus démunis, ils ne demandaient que quelques milliers de lire. Mazzarini s'enfonce chaque jour un peu plus dans son cauchemar. La vie quotidienne est conditionnée par la quête. Tout tourne autour d'elle. La nuit, hommes, femmes et enfants voient en rêve des silhouettes sombres aux capuchons enfoncés jusqu'aux yeux. Les bons pères, si paisibles, si aimés dans tout le pays, sont devenus les capucins du diable. Nuit août 1960. Un des moines sort d'une maison modeste avec quelques billets de 10 000 lire à la main, et l'homme qui vient d'être rançonné réfléchit en silence. C'est Bernardo Stoppia, le garde champêtre. Il est en train de prendre une grande décision. Il en a assez. Ses compatriotes sont trop lâches pour se défendre, eh bien, il le fera pour eux. Il est jeune, il est célibataire, c'est à lui d'agir. Il va mener l'enquête tout seul. Il sait ce qu'il risque. Mais il est bon tireur et décidé à vendre chèrement sa peau. Bernardo Stoppia passe une partie de la nuit à méditer, et le matin, son plan est au point. Comme tous les habitants de Mazzarini, il sait que les capucins ne voient pas directement les gens de la mafia. Ceux-ci contactent le jardinier du monastère, Antonio Bronzini. C'est à lui que les capucins remettent l'argent, et c'est chez lui que les mafiosi reviennent le prendre. Le garde champêtre va donc suivre Antonio Bronzini, et ainsi il remontera jusqu'à la mafia. Les horaires d'Antonio Bronzini sont sans surprise. Tous les matins à 6 heures, il quitte sa petite maison pour se rendre au monastère. Il en revient à 7 heures du soir. Le chemin ne fait pas 300 mètres. À part cela, le jardinier fréquente peu de monde. Il ne va pratiquement jamais au village. C'est un garçon plutôt simple, pour qui son potager est le seul univers. Le 9 août au soir, Bernardo Stoppia attend devant le monastère. À 7 heures, il voit Antonio Bronzini sortir et rentrer chez lui. En face de sa maison, il y a une bâtisse en ruine, un poste d'observation idéal. Stoppia s'installe à une fenêtre, le fusil posé devant lui. La nuit vient. Il s'attend à tout instant à voir des ombres surgir. Mais rien ne se passe. Au matin, il rentre bredouille. Pendant 15 jours encore, Bernardo Stoppia ne quitte pas le jardinier, mais sans aucun résultat. La mafia se serait-elle méfiée? Pourtant, la quête continue comme par le passé. Chaque soir ou presque, un capucin vient rançonner quelqu'un à Mazzarini. En attendant, c'est bien Antonio qui a les sommes. Qu'attend la mafia pour venir les récupérer? 24 août 1960. Comme tous les soirs, le garde champêtre Stoppia suit Antonio Bronzini. Mais cette fois, il se passe quelque chose. Le jardinier, qui marchait quelques mètres devant, fait brusquement demi-tour. Bernardo Stoppia n'a pas le temps de se cacher. Bronzini l'apostrophe. « Je sais que tu me suis. Je t'ai déjà vu les autres jours. Pars et ne reviens plus. Sinon, ils vont te tuer, et moi avec. » Le garde champêtre ne se laisse pas impressionner. « Qui ça, il? Je n'ai vu personne. » « Ils sont partout. Tu ne peux pas comprendre. Pars, je te dis. Sinon, tu es un homme mort. » Cette fois, le garde champêtre ne réplique pas. Il s'éloigne. Il sait ce qu'il lui reste à faire. C'est arrivé à 500 mètres de la gendarmerie de Mazzarini qu'il comprend son erreur. Il aurait dû courir. Il bondit en avant et c'est au moment précis où il arrive chez les carabiniers qu'éclate une détonation. Il ressent un choc violent dans le dos et s'écroule. Bernardo Stoppia reprend conscience dans la gendarmerie. Il est allongé par terre. Un médecin et le lieutenant des carabiniers sont penchés sur lui. Le lieutenant lui parle doucement. « Votre blessure n'est pas grave. Vous allez vous en sortir. N'ayez pas peur. Nous vous protégerons de la mafia. Jusqu'ici, nous n'avons pas pu agir parce que personne n'avait porté plainte, mais maintenant tout va changer. » Le garde champêtre se sent faible. Il rassemble ses forces. Il sait qu'il doit tout dire tout de suite, sinon il risque d'être tard. Il n'y a pas de mafia. C'est Antonio Bronzini qui a tout fait, tout inventé.
Tout à l'heure, il a compris que j'avais deviné. Et il m'a suivi. C'est lui qui a tiré sur moi, comme il a tué Canetto et incendié la pharmacie. Arrêtez-le !» Épuisé par l'effort qu'il vient de fournir, Bernardo Stoppia retombe dans l'inconscience. En se précipitant chez le jardinier du monastère, les carabiniers n'en reviennent pas. Antonio Brandini, ce garçon illettré capable d'inventer une telle machination, capable de mystifier tout un monastère et tout un village pendant des mois, cet homme d'apparence inoffensive, capable de tuer froidement. Mais quand ils arrivent chez lui, ils doivent bien se rendre à l'évidence. La maison est vide. Brandini est parti précipitamment en portant quelques affaires. Il ne reste plus qu'à avertir les autres gendarmes de Sicile, en les prévenant que l'homme est dangereux. Pourtant, encore une fois, la police avait sous-estimé Antonio Brandini. Elle n'avait pas cru que cet homme fruste qui n'avait jamais quitté son village puisse aller plus loin que les limites de l'île. Mais c'est en Italie du Nord, à Bergame, qu'on l'a arrêté. Il voulait acheter une maison. Le notaire, surpris de voir ce paysan illettré avec 15 millions de lire en billets, avait alerté la police. Arrêté, Antonio Brandini a avoué être l'auteur de la machination. Il a simplement dit aux policiers « Demain, je vous expliquerai tout ». Le lendemain, on l'a retrouvé pendu au barreau de sa cellule. On n'a jamais su comment ni pourquoi lui était venue l'idée d'une des plus extraordinaires affaires. Le lendemain, on l'a retrouvé pendu au barreau de sa cellule. On n'a jamais su comment ni pourquoi lui était venue l'idée d'une des plus extraordinaires affaires criminelles de Sicile, ce qui n'est pas peu dire.